ça fait bizarre de parler d'hormones mâles, DHEA, testostérone chez la femme. Pourtant, il faut savoir que chez l'homme, on a également des œstrogènes, sans quoi on serait stérile, on aurait une ostéoporose. Et donc aussi bien la femme doit avoir la testostérone, elle est aussi importante que chez l'homme, même si sa quantité est à peu près 10 à 20 fois plus basse. C'est assez bizarre parce que la DHEA, il y a encore pas mal de gens qui, je crois maintenant, la remettent en cause en disant ça ne sert à rien. Il faut savoir qu'en données, ce n'est pas du dopage, c'est simplement rendre au corps ce qu'il ne sait plus faire. Donc il y a lors des médecins, lors des pharmaciens en France l'interdisent, il y a des recommandations contre la DHEA. Et par contre, en disant que ça ne sert à rien, tout simplement. Voilà. Et j'ai encore eu cette question, cette remarque il y a une quinzaine d'années, j'étais en réunion médicale, et mon voisin me demande qu'est-ce que tu fais comme médecine. Je lui explique que je fais la médecine fonctionnelle, donc que je fais la nutrie, micronutrie, équilibrage hormonal. Et puis il me dit, de toute façon, la DHEA, ça ne sert à rien, il n'y a rien de publié. Et je lui ai sorti à l'époque, donc c'était il y a 15 ans, je lui ai sorti 15 000 études. Et donc quand on dit qu'il n'y a rien de publié, il faut quand même lire avant de dire des bêtises comme ça. Alors comme ça ne sert à rien, l'Agence mondiale antidopage l'interdit. Donc interdire une outil qui ne sert à rien, c'est très logique. Et puis finalement, comment est-ce qu'une substance présente naturellement dans le sang deviendrait toxique si on rend juste au corps humain ce qui lui manque? Ça c'est bizarre, c'est un peu comme le magnésium. Dire que le magnésium est toxique parce qu'on en rend un corps qui en consomme de trop, c'est bizarre. Donc finalement, cette DHEA et autres hormones auraient été mises dans notre sang juste à titre décoratif, juste pour faire gagner de l'argent aux firmes qui en produisent et juste pour faire gagner de l'argent aux labos qui la dosent finalement. Et quand on voit une jeune fille qui a un taux de 50 microgrammes par décilitre et un jeune homme de 57 ans qui a un taux de 450 microgrammes par décilitre, je crois que l'aspect physique est différent. Alors c'est de l'humour, hein, c'est ma photo qui est là, mais nous sur le terrain, en tant qu'hormonologue, on voit une différence colossale entre un patient qui a des taux bas et des taux élevés, il n'y a pas photo comme on dit. Et d'ailleurs on voit les patients qui nous remercient vivement de les avoir complémentés lorsqu'ils en manquent. Alors rien de publié, on en est à 23 000 publications je crois actuellement. 98% sont complètement favorables, 2% disent mitigés, ou ça ne sert à rien, on n'a pas vu d'effet sur telle ou telle pathologie. Mais en gros, dans toutes les études publiées, efficacité prouvée, et on va en parler tout à l'heure. Voilà, donc dire qu'il n'y a rien de publié est un peu facile, il vaut mieux apprendre à ces gens-là à lire. Alors un petit résumé, on va venir en détail plus loin avec ceci. La libido chez la femme dépend du partenaire, du taux de testostérone qui vient principalement de la DHEA puisqu'elle n'a pas de testicules. Il y a une partie qui vient des ovaires également en préménopause. Ça dépend également du taux d'œstrogène. On voit déjà qu'une femme qui approche la quarantaine, 40, 45, 50 ans, ses ovaires commencent à décliner, la libido en général s'altère. Elle dépend également, la libido, du taux de dopamine cérébrale. Comme vous le savez, pour faire de la dopamine, il faut une protéine au repas du matin. Donc avec des Kellogg's, du muesli, une tartine choco, on n'y arrive pas. Il faut également les cofacteurs permettant de transformer cette tyrosine présente dans les protéines du matin en dopamine. Ils sont multiples. Et donc, je crois que même dans une consultation hormonologie, il y a intérêt à faire de la nutrition également, la micronutrition. Ça ne suffit pas de régulariser les hormones du patient. Or, beaucoup de patients viennent en consultation pour leurs hormones et ils ne sont pas prêts à faire l'effort de changer leur nutrition ou de se complémenter dans tout ce qui leur manque. Également, il faut le savoir que la pilule, ça c'est quand même très très fréquent, diminue la libido. Alors, concernant les taux sanguins, les traitements, donc on en reparlera tout à l'heure, mais j'aimerais quand même faire une petite remarque. Sur les feuilles de biologie, il y a des normes à droite, qu'on essaye de modifier d'ailleurs, en allant vers des normes santé, qui sont des normes statistiques. Et donc, quand vous voyez, par exemple, une colonne de droite à côté de la DHEA qui vous dit c'est normal entre 60 et 200, c'est pas vrai. Ça, c'est des normes statistiques qui sont souvent encore inscrites en fonction de l'âge. Donc, on considère qu'une femme de 20 ans a plus de DHEA qu'une femme de 50 ou 60 ans. Et dans la vaste majorité des cas, ce n'est pas vrai. Et donc, il faut vraiment remettre en question ces normes. Et au laboratoire ici, avec Thierry, etc., on travaille très fort à avoir des normes, également des normes santé sur les feuilles de laboratoire. Ça arrive. Alors, je voudrais attirer votre attention là-dessus. Tout est une question d'équilibre. Dans un orchestre, il ne faut pas que la contrebasse joue plus fort que le trompettiste. Il ne faut pas que le saxo
soit couvert par le bruit des autres instruments. Il y a un équilibre à respecter. Et quelque chose qu'on a parfois en consultation, c'est des patientes de 50 ans qui viennent, qui ont lu dans Marie-Claire que la DHEA c'était bon pour la santé. Elles viennent et en disant je veux de la DHEA. Et je leur dis, madame, vous n'allez pas être contente, dans quelques semaines, vous allez me téléphoner en disant que vous avez de l'acné, les cheveux qui tombent, des poils à la barbe. Donc il faut également optimaliser les autres hormones. Donner la DHEA, c'est bien, mais si les œstrogènes sont bas, la patiente ne va pas être contente du tout du résultat. Il faut savoir également que si on prend en charge la préménopause et la ménopause, qu'il faut absolument faire, c'était le sujet de notre présentation il y a quelques semaines ici, il faut également que les œstrogènes soient équilibrés avec la progestérone. Ça ne sert à rien de donner des œstrogènes seuls. Même si la patiente n'a plus d'utérus, il faut donner de la progestérone, à visée préventive cancer du sein. Également, on a un équilibre à respecter entre le cortisol et la DHEA. Donc si vous avez un patient en burn-out par manque de cortisol, simplement donner du cortisol sans optimiser la DHEA, c'est une erreur médicale. Alors moi j'ai des patients qui ont des maladies chroniques traitées par corticoïdes. Même si vous donnez un Medrol 8 ou 16 mg à un patient chronique pour telle ou telle raison, il faut absolument monter sa DHEA. Sinon vous allez lui donner une ostéoporose à ce patient. Alors ici j'ai listé les signes de manque de DHEA, mais je vais y revenir à la présentation suivante. Donc, en gros, en résumé, vieillissement de la peau s'affine, se flétrit, et si en plus la patiente n'a pas assez d'œstrogènes, elle va avoir un aspect esthétique typique, la peau flétrie, le côte barre qui apparaît au niveau de la lèvre supérieure, et elle va venir en esthétique pour des fillers ou regonfler ses lèvres. D'office, on a une perte osseuse et musculaire, gain de masse grasse, prise de poids, surtout chez la femme. Et donc, en gros, je dis toujours, ben voilà, madame, vous avez un peu de gras au niveau du ventre, bientôt ça va être le pneu, puis la bouée, puis on est parti pour la gloire. Donc, en fait, la DHEA joue très fort sur la production d'os et de muscles, et elle empêche relativement la production de graisse. Point de vue psychique, les effets sont spectaculaires chez la femme, moins chez l'homme. Donc, la femme va être plutôt triste, va être un peu déprimée, sa libido va disparaître. Cellulite. Alors pourquoi cellulite? Simplement, la cause majeure, mais pas unique, de la cellulite chez la femme, c'est un manque de testostérone. Or, la testostérone chez la femme vient de la DHEA. Donc on a une DHEA basse. C'est rare d'avoir une testo qui soit bonne, mais ça peut arriver quand même. La libido, on en a parlé. Alors également, on sait qu'un manque, une DHEA basse en préménopause, je vous montrerai les études tout à l'heure, est associé à une augmentation de risque de cancer du sein, mais également à une résistance à l'insuline possible, à évidemment plus d'ostéoporose, puisqu'on sait que les hormones anaboliques, donc DHEA, testo, œstrogène, font de l'os. Arthrose plus fréquente, la réparation, l'entretien du cartilage dépend également du taux des hormones anaboliques. Et le risque cardiovasculaire est augmenté, on verra les études tout à l'heure, lorsqu'elle est basse. La DHEA elle vient principalement des glandes surrénaliennes, tout comme le cortisol, tout comme la prégnénolone. Et il faut savoir qu'il y a un précurseur commun aux hormones stéroïdes qui est la prégnénolone. Donc le cholestérol devient prégnénolone. Donc avoir un cholestérol trop bas, ce n'est pas du tout indiqué. Cette prégnénolone peut se transformer en DHEA, qui chez la femme va avoir testostérone. Donc avoir un cortisol trop bas, c'est avoir une insuffisance en hormones stéroïdes. Alors la production chez l'homme et chez la femme n'est pas très différente. L'homme en produit à peine plus, 50% en plus. Alors la DHEA est également appelée prastérone, donc c'est important à savoir, parce que quand vous en prescrivez, les pharmaciens parfois mettent prastérone sur la boîte et on se demande ce que c'est. Elle est énormément abondante, beaucoup plus que toutes les autres hormones, donc pour une hormone qui ne sert à rien, c'est quand même bizarre. Et le taux venant diminue avec le temps. Alors comparé aux autres hormones, la DHEA a des taux sanguins énormément plus importants. Alors l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc, qui stimule la surrénale, très important pour la production de cortisol, mais également de DHEA. Et on pourra comprendre par exemple qu'un stress important, en cas de stress important, la surrénale va plutôt faire du cortisol et on peut avoir une DHEA qui baisse, donc il est très important de compenser les deux. Donc le déclin lié à l'âge. Donc actuellement, on considère qu'il y a des taux optimaux santé qui ne sont pas des taux en fonction de l'âge. Très important. Donc, alors le taux diminue plus ou moins de 1% par an.
également pour la testostérone. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est que si on prend par exemple un groupe de maladies de Huntington, le fait d'avoir une DHEA basse augmente le risque de dépression et de mal-être psychique. Alors la DHEA joue à peu près sur tous les organes du corps, l'os, la peau, les muqueuses, le cerveau, l'hypophyse, les nerfs, les organes digestifs, l'immunité, très important, en cas de baisse d'immunité, pensez à la DHEA, pensez à la T3, pensez à la flore intestinale, pensez au zinc, pensez au fer. Alors, en gros, la DHEA, lorsqu'elle a un bon niveau, augmente la qualité de vie, meilleure performance, surtout chez les femmes, c'est moins spectaculaire chez l'homme. Meilleur état des organes, comme elle est anabolique, elle répare. Donc on considère que les hormones anaboliques font qu'on fait de la matière noble, de l'os, des organes, du muscle, de la peau. Et lorsqu'elle diminue, on a une perte généralisée. On aurait une durée de vie plus longue en cas de taux plus longtemps optimaux, mais surtout c'est la qualité de vie plutôt que la longueur de la vie qui est améliorée. Donc le sentiment de bien-être, le sentiment d'être bien dans sa peau est également proportionnel au taux sanguin de sulfate de DHEA. Donc comparé au placebo, on a un pourcentage de patients contents de leur qualité de vie beaucoup plus élevé. Alors, point de vue des performances, l'état fonctionnel chez les patients qui ont une bonne DHEA comparé à des patients qui ont une DHEA plus basse est nettement meilleur. Le fait de se sentir en bonne santé, ce sentiment est nettement meilleur en fonction des taux sanguins. Alors, l'effet antidépresseur est spectaculaire. Et là, je voudrais ajouter quelque chose. J'ai pas mal de patients qui sont psychiatrisés, c'est-à-dire qu'ils vont chez le psy, chez le psychiatre, ils ont des antidépresseurs, et finalement, on se rend compte au bout d'un certain temps que ça ne marche pas. Et ces gens-là ont souvent, pas toujours, simplement des déficiences hormonales. Et ce qui est typique, c'est chez l'homme de 40-50 ans qui devient un peu dépressif, mais quand sa testostérone baisse, il ne se sent plus un homme, il déprime. Il peut recevoir tout le Prozac qu'il veut, améliorer son alimentation pour mieux synthétiser ses neurotransmetteurs, ça ne marche pas, donc on a intérêt à l'optimaliser du point de vue hormonal. Même chose chez la femme, qui arrive à la cinquantaine, qui perd sa DHEA, qui perd ses oestrogènes, elle voit son corps se transformer, elle commence à déprimer, elle n'est pas bien avec elle. Donc on a intérêt à optimiser la qualité de vie simplement en gérant intelligemment les taux sanguins. La dépression chez les femmes postménopausées est quand même fortement, très fréquente. Et on a pu comparer des taux sanguins, par exemple une différence de 25% d'un taux sanguin de 51 mg par millilitre à 43, qui sont des taux beaucoup trop bas évidemment. Mais rien qu'une différence de 25%, change complètement l'état psychique de la patiente. Évidemment, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, le cortisol, mais le cortisol qui est l'hormone de l'énergie, du stress, le cortisol dans les mitochondries permet de transformer les aliments en énergie, en ATP. Donc si on a un cortisol bas, évidemment, en plus d'être un peu triste, la femme sera en baisse d'énergie, sera fatiguée. Et docteur, je me sens déprimé, pas parce que j'ai perdu mon boulot, pas parce que j'ai des problèmes financiers, je me sens déprimé tellement je me sens fatigué en fait. Alors ici, on a fait une petite expérience, on donne de la DHEA à une grosse dose, 90 mg par jour pendant 3 semaines, et puis on augmente à 450 mg, et on voit que l'état thymique du patient est amélioré de 20%. Si on donne 90 mg, on donne 450, on passe à 60% d'amélioration. Maintenant, si on donne une dose beaucoup plus standard, mais qui est encore très élevée par rapport à ce qu'on donne d'habitude, on voit cet état thymique qui augmente également pas mal. Et donc finalement, l'importance de la complémentation est assez parallèle au bien-être du patient. Évidemment, les taux comme ceci, de 450 mg, ce n'est pas des taux à donner, c'est des taux d'expérimentation. Parce qu'une patiente à qui vous donnez ça, peau grasse, perte de cheveux, acné, donc c'est juste ce n'est pas un taux de clinique.
Alors également, moi je suis en train de disséquer un bouquin génial sur l'Alzheimer. Donc en gros, un bouquin qui est sorti des États-Unis qui dit l'Alzheimer c'est fini, on a toutes les pièces du puzzle, on sait l'arrêter, revenir en arrière. Et il y a 36 causes. Donc ce sont des chercheurs américains qui ont fait ce bouquin qui est absolument génial. Et dans les 36 causes, il y a les baisses hormonales. Donc ils disent bien, vous ne traitez pas une ménopause, c'est une des 36 causes d'Alzheimer. Vous ne traitez pas une andropause, c'est une des 36 causes. Vous ne traitez pas le manque de vitamine D, le manque d'oméga 3, le manque de vitamine D12, l'homocystéine. Donc tout ça sont des causes biologiques à avoir un Alzheimer. Et la DHEA joue là-dedans puisqu'elle est précurseur de la testo chez la femme. Alors, point de vue prévention, cataracte, effet prouvé. Point de vue épaississement, donc épaisseur des artères, également, en fonction du taux de DHEA, on voit cette épaisseur qui est de moins en moins importante. Donc, en gros, il y a une baisse de DHEA et favorise l'artériosclérose. Il y a un effet évident au niveau de la silhouette. Moi, je vois parfois des patientes qui ont 35-40 ans, qui ont déjà des DHEA. Je leur dis, vous avez une DHEA d'un taux d'octogénaire, des taux qui sont à 40-50, point de vue sanguin. Eh bien là, il n'y a pas photo, elles ont toutes des problèmes d'accumulation de graisse, de surpoids et de perte de leur silhouette svelte. Voilà. Alors, j'accélère. On peut la donner de diverses formes. Ici, c'est une petite expérience. On voit la DHEA donnée sous forme de crème transcutanée. Voilà. Et donc, on voit l'effet au niveau du métabolisme du sucre, la résistance à l'insuline qui est améliorée, et l'épaisseur de la graisse diminue également avec cette crème transcutanée. Mais je vous rassure, on a le même effet en cas de prise poreuse. Voilà. Également, effet spectaculaire au niveau de la masse grasse et de la masse sèche. Donc, en fait, la DHEA basse augmente une prise de masse grasse au détriment de la masse sèche qui est la masse musculaire et osseuse. Voilà, effet au niveau de la résistance à l'insuline. Au niveau articulaire également, donc il y a plein de publications. Vous avez quelques exemplaires ici qui ne sont pas très vieilles, ce sont des années 2000, qui prouvent l'effet évident au niveau de la polyarthrite rhumatoïde, par exemple. En effet, la polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune. Donc la DHEA, tout comme le cortisol, règle l'immunité. Donc en cas de baisse, on a dérèglement de l'immunité. Mais également au niveau de la reconstruction possible des cartilages suite à l'atteinte de la polyarthrite, on a un effet positif. Et on se rend compte qu'au plus elles sont en mauvais état, cette patiente atteinte de polyarthrite rhumatoïde, au plus le taux de DHEA est bas. Alors, c'est difficile parfois de différencier DHEA et testostérone parce que les taux varient en général parallèlement. Effet sur les animaux également. Voilà. Alors, disons, la DHEA seule ne serait peut-être pas complètement efficace, simplement parce que, pour moi, c'est très rare d'avoir une surrénale, disons, qui ne fonctionne pas, avec seulement une DHEA qui est basse. Et donc, le fait de donner que la DHEA, ce n'est pas suffisant, il faut quand même l'associer à une amélioration du taux de cortisol. Ici, c'est une belle étude qui a été faite avec la prénisolone. Donc en gros, on a intérêt à l'associer à un corticoïde à petite dose, donc ce n'est pas du Medrol 32, c'est des microdoses, et d'augmenter la DHEA, plutôt que du cortisol à forte dose qui va donner de l'ostéoporose. Voilà. Également des maladies telles que le lupus, qui est également lié à un dérèglement de l'immunité. La DHEA améliore, diminue l'activité du lupus. Au niveau de la masse osseuse, on a une efficacité évidente de la DHEA et de la testostérone et des œstrogènes et de la vitamine D et de la silice. Donc tout ça, ça fait partie du traitement de l'ostéomalacie, de l'ostéoporose. Voilà. Au niveau de l'immunité, également, on a un effet. L'immunité, ça peut être le nombre d'infections virales, bactériennes, mais l'immunité, c'est également le cancer. Alors, il y a énormément d'études concernant cancer et DHEA, surtout au niveau du sein. Et donc ici, on a des rats on a induit des cancers du sein, et on se rend compte que quand on donne la substance qui induit le cancer, le DMBA, si on les met sous DHEA,
en fait, on diminue le risque de cancer et ça donne de grosses doses de DHA, on le diminue très très, très fort. Donc, durée de vie, et c'est surtout la qualité de vie qui est améliorée par la DHA. Voilà. D'un point de vue prévention cardiovasculaire, il y a beaucoup d'études qui ont un effet positif. Voilà. Voilà.